Alors l'idée c'est de vous montrer comment créer une application web dynamique basée sur PHP et dans laquelle on va utiliser une base de données MySQL. Donc bien sûr, je vous le disais la dernière fois, c'est très important à un moment donné, même si vous continuez à développer, donc de regarder toujours l'architecture. Alors d'un côté, vous avez un serveur de base de données MySQL, vous avez un serveur web Apache, vous avez une application à développer avec PHP. À la fois, quand vous développez un site web, vous développez parfois des pages web statiques en utilisant que du HTML. Et parfois, donc, vous développez des pages web dynamiques basées sur PHP. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que pour interagir avec votre site web, il va falloir utiliser un navigateur, un client HTTP, et qui va communiquer avec le serveur web en utilisant le protocole HTTP. Donc ça, c'est l'architecture d'une application web d'une manière générale. Un client envoie une requête HTTP vers le serveur. Le serveur, quand il s'agit d'une page web statique, c'est cette page-là qui va être envoyée au client. Et quand il s'agit d'une page web dynamique, le serveur va exécuter l'ensemble des scripts qui se trouvent au niveau des documents PHP. Et quand il va exécuter le script, il va se connecter à la base de données. Il va chercher des données, ou bien il va insérer des enregistrements, ou bien il va modifier, ou bien il va supprimer parfois des données. Et à la fin, on va donner la réponse. Et la réponse est fournie au client toujours en utilisant HTML. HTML, nous avons déjà vu que c'est pour définir la structure de la page, mais pour s'occuper de tout ce qui est design et la mise en forme, donc on utilise les feuilles de style CSS. Et après, par la suite, donc, vous aurez à intégrer également du code de JavaScript, notamment pour améliorer l'interactivité et pour définir le comportement des pages côté client. Alors, il faut rappeler juste rapidement qu'on a vu avec PHP, la première des choses qu'il faudrait maîtriser, c'est bien la communication entre le client et le serveur. Qu'est-ce que le client envoie vers le serveur? Eh bien, il dit que donc vous aurez besoin dans PHP d'utiliser un certain nombre de collections, parmi lesquelles il y a la collection POST, qui permet donc de récupérer les données envoyées dans une requête HTTP utilisant la méthode POST. La collection GET, c'est pour récupérer des données envoyées avec la méthode GET. Et également, la requête HTTP, on a vu qu'il contient d'autres informations, comme par exemple le code de la langue, comme par exemple le type du navigateur. Et toutes ces informations-là, on peut les récupérer en utilisant la collection server. Et comme parfois une requête HTTP contient également les cookies, dans PHP, vous disposez d'une collection qui s'appelle cookies, qui permet donc de récupérer les cookies. Ici, dans un formulaire, vous avez un upload, c'est-à-dire vous envoyez un fichier du client vers le serveur. On pourra utiliser la collection files pour récupérer les fichiers envoyés par le client. L'exemple que nous avons traité la dernière fois, que nous avons commencé, c'est de créer une application qui permet de gérer des étudiants tout simplement. Chaque étudiant est défini par le code, le nom, l'adresse email, la photo. Et après, l'application doit permettre de saisir un étudiant, ajouter l'étudiant, afficher les étudiants, supprimer, éditer et modifier les données d'un étudiant. Et après, également, chercher, bien sûr, des étudiants dont le nom contient un mot-clé. Alors voilà, donc on voudrait mettre en œuvre cette application, mais en respectant cette architecture. Donc la première des choses que nous aurons besoin, bien sûr, c'est quoi? Ben, il nous faut tout d'abord un serveur de base de données MySQL, il nous faut un serveur Apache. Alors, on sait déjà que pour installer ces serveurs, donc vous aurez à utiliser, bien sûr, il y a deux solutions, soit que vous installez un serveur web Apache indépendamment, vous installez également MySQL et après vous les gérez d'une manière indépendante, ou tout simplement vous utilisez un package comme par exemple EasyPHP, comme WAMP Server, qui vous permet d'installer un ensemble d'outils. Par exemple, la version EasyPHP donc, que je vais démarrer permet, en fait, EasyPHP, donc je vous rappelle juste que quand vous l'installez, et vous installez en même temps MySQL, vous installez un serveur web Apache, et après vous installez une application PHPMyAdmin qui permet d'administrer la base de données MySQL. Et donc, par la suite, dans EasyPHP, donc vous avez un dossier 3W. En principe, si vous voulez déployer un site web ou bien une application web, vous n'avez qu'à créer un dossier dans le dossier 3W pour donner l'accès
à ce site à travers, bien sûr, le protocole HTTP. Donc ça, c'est l'une des solutions, mais sûrement dans le cours de la configuration, bien sûr, de Apache, vous avez appris également qu'on peut créer un répertoire virtuel, on peut créer un serveur virtuel, on peut faire plein de configurations qui nous permettent donc d'accéder, bien sûr, à l'application. Alors en tout cas, il faut tout d'abord démarrer, donc, comme je disais, EasyPHP. Alors forcément, donc l'un des problèmes que vous aurez toujours à régler, c'est cette histoire de quand vous démarrez, par exemple, EasyPHP ou bien AMP Server, vous aurez besoin de vérifier si le serveur web Apache est démarré et si MySQL est démarré. Alors parfois, si ce ne sont pas démarrés, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça peut être, par exemple, il y a une autre application qui utilise le numéro de port. Ben, du coup, donc, vous serez obligé de changer soit le numéro de port ou bien d'arrêter les autres applications, ainsi de suite. Donc ça, c'est des problèmes que vous avez déjà réglés la dernière fois. Alors en tout cas, donc, si je lance bien sûr MySQL, donc j'aurai besoin donc, de créer tout d'abord la base de données. Alors pour créer la base de données, donc, nous utilisons l'interface d'administration qui est fournie par EasyPHP et qui nous permet d'accéder à l'application PHP MyAdmin. Alors en fait, PHP MyAdmin, donc, je l'ai expliqué la dernière fois, c'est une application qui est déjà développée avec PHP et qui nous permet tout simplement d'administrer le serveur de base de données MySQL. En fait, nous avons créé une base de données que nous avons appelée DB Scolarité. Scolarité, je l'appelle comme ça, Sco, dans laquelle nous avons créé une table étudiant avec 4 champs. Alors, chaque étudiant est défini par le code. Il est de type int. On va supposer que le code, ça représente la clé primaire. Et en même temps, on va supposer qu'il est auto-increment. Ça veut dire que l'utilisateur n'a pas besoin de saisir le code, donc il est automatiquement défini par la base de données. Le nom de l'étudiant, on va le déclarer de type varchar. Le nombre de caractères, 25. Je crois que c'est l'adresse email, varchar, la taille par exemple 50. Et après la photo. Alors la photo. Alors dans cet exercice-là, en fait, on ne va pas stocker la photo elle-même dans la base de données, mais on va stocker que le nom de la photo. Donc c'est pour cela qu'on va la déclarer de type varchar. Par exemple, 40. On va supposer que ça représente le nom de la photo. Sauvegarder. Alors ici, donc, je viens de créer la base de données, j'ai créé la table étudiant. Alors après, par la suite, donc, pour créer le reste, donc, nous utilisons un éditeur, bien sûr, pour créer notre site web. Alors forcément, vous pouvez utiliser un éditeur quelconque comme Notepad++, comme Dreamweaver, comme Eclipse, d'autres éditeurs que vous pouvez utiliser. Alors dans notre cas ici, donc, nous utilisons PHP Storm, qui est un éditeur intéressant pour les projets PHP. Alors je vais créer un projet. Donc le moyen le plus simple donc, pour créer un projet, c'est d'aller vers le dossier 3W de EasyPHP et après de créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple scolarité. Alors ça existe déjà. Alors scolarité, sco. OK. Donc là, je crée un site qui est vide. Alors, la première des choses qu'on va créer tout d'abord, c'est de créer une page HTML. C'est ce que vous avez appris la dernière fois. Donc, une page HTML statique qui nous permet de faire la saisie d'un étudiant. Alors, je vais l'appeler saisie.étudiant.html. Alors en fait, pour saisir un étudiant, donc j'ai besoin donc de créer un formulaire, un simple formulaire, form. En fait, nous avons déjà expliqué qu'un formulaire utilise deux attributs importants. Le premier, c'est la méthode, tout d'abord, utiliser. Alors, généralement, on utilise la méthode post pour les formulaires. Et après, action. Alors, action, donc, c'est le nom du script qui va se charger de traiter ces données, c'est-à-dire
les données de la requête envoyée par ce formulaire. Alors, on va supposer que nous allons créer un fichier qui s'appelle ajouter étudiant.php. Alors, pour créer le formulaire, donc on peut utiliser, généralement, on utilise les tableaux pour formater les formulaires. Donc, j'ai un tableau de plusieurs lignes. Alors, dans la première ligne, il y a 2 colonnes. La première colonne, donc, je vais mettre le texte nom. Et dans la deuxième, on va insérer un champ de texte. Alors, un champ de texte, c'est input, type égal à texte. Le nom, c'est nom. Alors, la même chose, donc on va créer une autre ligne dans laquelle on va mettre l'intitulé, c'est le email. Et après, on va ajouter une autre cellule dans laquelle alors input type égale à texte, name égale email, et après un champ pour saisir la photo. Alors tr, td, photo. Alors pour la photo, donc on utilise un champ input type égale à texte, name égale photo. Alors, et après le dernier champ, donc dans le formulaire, vous aurez besoin d'un bouton Submit. Alors td, donc je crée une colonne qui est vide, une autre colonne dans laquelle je vais insérer un bouton Submit. Type égale Submit. Et la valeur du bouton, c'est ajouter ou bien enregistrer. Alors, enregistrer. Alors, ça, c'est la page, en fait, la page HTML. Alors, bien sûr, donc, pour visualiser cette page, il faudrait alors, juste, je tiens à le signaler parce que la dernière fois, donc, vous avez créé des pages et après, vous avez tenté d'afficher la page directement en faisant un double-clic sur la page pour l'afficher sur le navigateur, alors que quand vous êtes dans le cadre d'un site web dynamique, une fois que vous avez créé un site, donc pour le tester, il va falloir lancer un navigateur. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc on lance le navigateur et après on tape l'adresse http localhost. Alors le port utilisé par le serveur Apache, alors tout dépend de votre configuration. Alors dans mon cas ici, donc le port c'est 8888. Et en principe, vous demandez le nom du site, c'est le dossier SCO, et la page, c'est saisie étudiant.html. Alors en principe, si vous avez bien saisi donc l'adresse, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez envoyé une requête HTTP vers le serveur. Vous avez récupéré donc la page HTML côté client et après les interpréter. Alors, ou tout simplement, parfois vous faites, voilà, vous tapez tout simplement localhost et le port. Et du coup, donc vous avez la liste par défaut, donc bien sûr si cette option est autorisée. Vous avez la possibilité donc d'accéder bien sûr au site et après par la suite vous sélectionnez la page. Alors c'est donc la première des choses qu'il faut régler, c'est le problème de la photo. Alors bien sûr pour saisir une photo, on a besoin d'utiliser l'opération de upload. Alors pour les champs photos d'une manière générale, on n'utilise pas un champ de type texte, mais on utilise un champ de type file. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour envoyer une photo du client vers le serveur, on aura besoin d'ajouter un attribut au formulaire qui est enctype, dans lequel il y a la valeur multipart form data. Alors ça, c'est une condition obligatoire pour dire tout simplement au navigateur comme quoi, dans la requête HTTP, on va envoyer des données au format binaire. On ne va pas envoyer que du texte, mais également, je veux envoyer un fichier. Donc ça, c'est
option qui est obligatoire. Alors, donc, si j'actualise, donc voilà ce que je vais avoir. Donc, je vais avoir le nom, l'adresse email. Je peux donc chercher une photo dans le dossier image. Et après, enregistrer. Alors, bien sûr, donc vous envoyez une requête HTTP vers le serveur, mais après, le serveur, il vous répond avec une réponse HTTP dans le code de status égale 404. Ça veut dire que la page, elle est introuvable. Donc, la première des choses qu'on va... l'étape suivante, c'est de créer le fichier ajoétudiant.php. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va créer un script new php file. Donc, ajoétudiant.php. Alors, dans ce script PHP, donc, la première des choses qu'on va faire, c'est on va tout d'abord établir une connexion vers la base de données. Alors, pour établir une connexion vers la base de données, on va déclarer une variable qu'on va appeler con égale. Nous avons expliqué la dernière fois que nous utilisons une fonction qui s'appelle MySQL Connect. Alors, la fonction MySQL Connect reçoit les paramètres suivants. Tout d'abord, la machine où se trouve MySQL, c'est local host. Ensuite, le nom de l'utilisateur, root, et le mot de passe. Alors, si vous voulez gérer l'exception, si jamais il y a un problème, on peut gérer l'exception en ajoutant or die. On va afficher un message d'erreur. Et pour quel message d'erreur? En utilisant la fonction MySQL error. S'il vous plaît, mademoiselle. Alors, je préfère que vous suivez comme ça, parce qu'on est en train de synthétiser, d'accord? Joindre l'utile à l'agréable. Tout ça, vous allez le faire dans votre machine, il n'y a pas de problème. Mais je préfère maintenant que vous suivez, comme ça, s'il y a des questions, s'il y a une récapitulation à faire, on va la faire à ce niveau-là. Alors ensuite, après avoir établi la connexion avec la base de données, l'étape suivante, c'est il faut sélectionner la base de données. Alors pour sélectionner la base de données, quelle est la fonction qu'on utilise? La fonction s'appelle MySQL Select DB. Alors pour sélectionner la base de données, on va spécifier la base de données, on l'a appelée DBSCO. Et après, en utilisant quelle connexion? Con. Et la même chose, si vous voulez gérer les exceptions, on va utiliser or die MySQL error. Alors là, je viens de sélectionner la base de données. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, c'est que je veux insérer un étudiant dans la table étudiant. Tout d'abord, j'ai besoin de récupérer les données. Alors, comment on récupère les données? Je vous rappelle ici que nous sommes en train d'envoyer une requête HTTP. Donc, quand je clique sur le bouton enregistrer, j'envoie une requête HTTP avec quelle méthode? Post. Alors, j'envoie le nom, j'envoie email. Donc, je dois les récupérer en utilisant la collection post. Mais en même temps, j'envoie un fichier, n'est-ce pas? Et quand j'envoie un fichier avec la requête HTTP, je vais utiliser la collection files. Donc là, ici, donc, dans notre cas, on va utiliser la collection post et la collection files. Alors tout d'abord, pour récupérer le nom, je vais déclarer une variable nom égale la collection post. Le champ s'appelle nom. Ça, c'est la zone de texte qui s'appelle nom. Donc je récupère ce qui a été saisi dans le champ nom. Je récupère ce qui a été saisi dans le champ email. Égale $post. Le champ s'appelle email. Alors, je récupère la photo. Alors, sauf que la photo, on va récupérer donc le nom de la photo, on va récupérer la photo elle-même. Et après, par la suite, donc, on va essayer donc de voir où est-ce qu'on va enregistrer cette photo. Alors, c'est pour cela, on va utiliser, pour récupérer le nom de la photo, on va déclarer une variable nom photo égale, la collection qu'on va utiliser, c'est files. Alors, je sais que le champ s'appelle photo au niveau du formulaire, mais qu'est-ce qui m'intéresse dans le champ, dans la photo, c'est le nom. Alors, donc, on va utiliser name, c'est-à-dire c'est le nom de la photo, le nom du fichier qui a été uploadé. Ensuite, on va, en fait, j'ai déjà expliqué que quand on utilise upload, à chaque fois que vous envoyez un fichier vers le serveur web, c'est Apache qui va le récupérer, et quand il le récupère, il va le placer dans un répertoire temporaire. Il va le stocker quelque part. Alors maintenant, on va essayer donc de récupérer ce chemin, c'est-à-dire le fichier temporaire
de ce fichier-là qui a été envoyé. Alors, je vais déclarer une variable que je vais appeler par exemple tmp file tmp name. Je peux l'appeler comme je veux, si vous voulez, c'est le nom de la variable. Égal à quoi? C'est $. Toujours, la collection, c'est files. Le champ s'appelle photo. Et l'attribut, c'est tmp name. Donc ça, c'est le nom temporaire. Alors maintenant, ce fichier-là, file tmp name, ça représente tout simplement le chemin temporaire. Je devrais le déplacer vers le dossier que je veux. Alors dans notre cas ici, dans notre dossier, dans notre site, on va créer un dossier photo. New folder. Photo ou bien image. Je peux l'appeler comme je veux. Alors je vais utiliser une fonction PHP qui s'appelle move uploaded file. En fait, move uploaded file, on va déplacer quoi? Le fichier, comment il s'appelle? C'est file tmp name, c'est-à-dire ce fichier-là. Je vais le déplacer dans le répertoire image. Alors, point, ça veut dire c'est le dossier courant, slash image, slash le nom de la photo. Donc, comment je vais le nommer? Je vais lui donner comme nom, tout simplement, photo, non photo, voilà. Ici, non photo. Alors, j'ai déplacé le fichier. Alors maintenant, j'ai terminé l'opération, donc j'ai récupéré les données. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais insérer les données dans la base de données. Alors pour cela, donc j'ai besoin d'exécuter une requête SQL. Alors la requête que je vais exécuter, donc c'est la requête insert. Alors je vais envoyer une requête vers la base de données pour lui demander d'insérer into la table étudiant. Alors en fait, la table étudiant, il contient des champs suivants. Il y a le nom, virgule, il y a email, virgule, photo. Et après, quelles sont les valeurs? Values. Alors les valeurs, c'est-à-dire je vais insérer une ligne dans la table étudiant, dont le nom égal à quoi? C'est la variable? Non, $, non. À quoi est égal email? C'est la variable email, donc virgule email. Et à quoi est égal donc la photo? C'est le nom photo. Alors, sauf que ici, dans le langage SQL, quand vous avez un champ qui est de type texte, sa valeur doit être comprise entre les simples quotes. C'est pour cela que donc, je vais ajouter ici donc, de simples quotes, c'est-à-dire que le nom photo il est compris entre les simples quotes. Ça, on le fait uniquement pour les champs qui sont déclarés de type texte. Mais si vous avez un champ de type, par exemple, entier ou bien un nombre, on ne le fait pas. Et c'est la même chose pour email, et c'est la même chose pour la photo. Alors la requête, elle est maintenant préparée, elle est là, elle est prête à être exécutée. Ben, on va l'exécuter. Alors pour l'exécuter, on utilise une fonction MySQL query. Alors MySQL query $requête. Ici pour si jamais il y a une exception, une erreur, donc on va essayer donc de l'afficher en utilisant or die la fonction MySQL error. Voilà, donc j'ai enregistré en principe la photo. Alors maintenant, quand j'enregistre, j'ai quand même besoin d'afficher à l'utilisateur quelques messages. Donc c'est ce qu'on va essayer donc de faire. Donc on a créé le formulaire. Une fois qu'on insère, on a besoin d'afficher comme quoi voilà le nom, voilà email, voilà la photo. Donc on va l'afficher toujours dans cette page. Donc j'ai une page HTML. Dans le contenu, dans le corps de la page, donc je vais créer un tableau avec la bordure, par exemple 1, après une ligne, TD. Alors je vais afficher le nom tout d'abord.
dans la deuxième cellule. Alors pour afficher le nom, donc je vais afficher la variable nom. Pour cela, donc j'ai besoin d'écrire le code PHP. Donc PHP, voilà. Alors la fonction qui permet d'afficher, bien sûr avec PHP, c'est echo. $. Vous suivez? $. Quoi? Non. Donc j'affiche le nom. Alors je fais la même chose pour les autres. Je crée une autre ligne. Donc ici donc j'affiche email. La même chose, j'affiche là la photo. Alors sauf qu'avec HTML pour afficher une photo, il faudrait utiliser la balise IMG. Alors en fait la balise IMG utilise source. Alors la source en fait c'est je connais le nom de la photo, je sais que la photo se trouve dans le dossier image slash le nom de la photo. Alors le nom de la photo, donc je vais bien sûr l'afficher avec du PHP. Donc je vais utiliser un nouveau echo. La variable s'appelle nom photo. Donc ici donc j'affiche le nom de la photo. Voilà, enregistré. Ben, a priori donc on a terminé cette partie-là, donc on va essayer de la tester. Donc j'ai saisi le nom email et après enregistré. Alors la première des choses, voilà quelques exceptions. Il vous indique comme quoi DBSCO 1 inconnu, c'est-à-dire que vous voulez sélectionner une base de données qui n'existe pas. Alors en fait ce message d'erreur il a été affiché à quel niveau? Il a été affiché à ce niveau-là. C'est que vous avez ici MySQL Select DB. On voulait sélectionner cette base de données, mais on a également ORDI, c'est-à-dire que s'il y a un problème, on affiche le message d'erreur. Alors maintenant, voilà, ça s'appelle pas comme ça s'appelle C'est- Alors on regarde donc notre base de données, comment il est créé ici. Voilà, c'est pas DB, c'est BB. D'accord? Alors on va garder le nom comme on l'avait. C'est pas un bébé. Alors, DB scolarité. Donc, l'essentiel, c'est que vous avez le nom de la photo qui est bien orthographié. Voilà, donc, et je reteste. Enregistré. Bon, a priori, donc, il n'y a pas de problème. Je vais insérer un deuxième enregistrement. Alors maintenant, pour voir, bien sûr, si les données sont enregistrées, on va regarder dans la base de données, dans la table étudiant. Alors, je vois bien que les données que je viens de saisir sont enregistrées dans la base de données. Alors ici, donc, je vois la photo. Et je peux également remarquer que dans mon dossier, c'est-à-dire dans le dossier image, les photos ont été bien enregistrées. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, en fait, ça, c'est le... Alors justement, ici, comme je vous ai expliqué, donc en principe, pour nous, ajouter étudiant.php, pour ajouter, j'ai besoin d'établir la connexion, n'est-ce pas? Et je peux écrire donc le code de la connexion directement dans le script, ou bien il y a une autre solution, c'est de créer un fichier connexion.php indépendant. Alors c'est ce que je vous ai préconisé la dernière fois. New file, connection.php, un fichier indépendant. Alors dans ce fichier-là, qu'est-ce que je vais mettre? Je prends tout simplement ce code que j'ai ici, CTRL X, et je le mets là. Pour moi, c'est ça la connexion. Alors, un fichier, une fois qu'elle est créée, à chaque fois que j'ai besoin de l'utiliser dans un autre fichier, on va utiliser une fonction qui s'appelle require once. Alors, en fait, la fonction require once permet d'inclure un fichier à l'intérieur d'un autre, s'il n'a pas été déjà inclus auparavant. Alors, il dit quoi donc on va spécifier tout simplement le fichier, comment il s'appelle, c'est connection.php. Alors, vous voyez bien que ici,
les deux solutions, c'est toujours pareil, sauf que bien sûr, dans la majorité des cas, c'est comme ça qu'on va travailler, parce que dans d'autres fichiers, on aura besoin toujours de ce fichier connexion. Alors, on va vérifier une deuxième fois. Voilà. Alors pour le moment, donc, nous avons inséré les 3 enregistrements. C'est bon. Alors l'étape suivante. Voilà, l'étape suivante, c'est ça. C'est que je voudrais tout d'abord, une fois que j'insère, j'ai besoin d'afficher la liste des étudiants dans une autre page. Ben, c'est ce que je vais essayer donc de faire. Alors pour pouvoir afficher ça, on va créer une nouvelle page PHP qu'on va appeler afficher étudiant.php. Alors pour afficher la liste de tous les étudiants, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer tout d'abord, on a besoin de se connecter à la base de données. Donc à nouveau, on va utiliser require once. Le fichier s'appelle connection.php. Deuxièmement, j'ai besoin d'exécuter cette fois-ci une requête. Une requête. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser insert, mais on va utiliser select, parce que je vais sélectionner des données. Select étoile from étudiant. Alors, en fait, la requête select étoile from étudiant permet de sélectionner toutes les lignes de la table étudiant. Alors maintenant, on va l'exécuter avec la fonction MySQL query. Requête. La même chose, toujours or by. MySQL error. Alors, cette fois-ci, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que quand vous exécutez une requête de type select, je demande à la base de données de m'envoyer des données, mais après, on a besoin de les stocker dans un tableau. Hein? Alors, pour les stocker dans une variable, alors généralement, ce genre de résultat, c'est ce que nous appelons un record set. En fait, un record set, c'est quoi? C'est un tableau qui permet de stocker le résultat d'une requête select. Alors, forcément, on va l'appeler ici, par exemple, rs égale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'exécute la requête select étoile from étudiant. Je récupère un résultat. Alors, ce résultat-là, il va être stocké dans la variable rs, le record set. Donc, ça, c'est un tableau. Alors, en fait, rs, si vous voulez, c'est un tableau, un record set qui se compose d'un ensemble de lignes. Alors, maintenant, on a besoin d'afficher ça dans une page HTML. Alors, pour l'afficher dans une page HTML, on va fermer PHP, on passe cette fois-ci à HTML. Body table. Alors je vais créer un tableau HTML. Table, la bordure égale à 1. Alors dans ce tableau là, donc j'ai plusieurs colonnes. Je vais afficher le code de l'étudiant. J'affiche également le nom et j'affiche la photo. Alors bien sûr, si vous essayez de tester maintenant cette page, qu'est-ce que vous allez avoir? Voilà ce que vous allez avoir. Affiche étudiant.php. Pour le moment, normalement, quand j'appelle affiche étudiant.php, il se connecte à la base de données. Il a chargé les données dans la mémoire du serveur, mais après, on ne les a pas affichées. Donc, pour le moment, j'ai affiché que la première ligne, c'est l'entête. Alors maintenant, pour afficher les autres lignes, donc j'ai besoin de faire une boucle. Alors, donc avec PHP pour récupérer toutes les lignes, voilà la boucle qu'on utilise. On utilise la boucle PHP suivante. PHP while tant que je vais récupérer une ligne. Je récupère ligne par ligne. Alors, je sais que chaque ligne, c'est un étudiant. ET égale. Il y a une fonction qui s'appelle MySQL fetch assoc.
De quoi? De RS. Alors, ça veut dire quoi ça? Alors, ça c'est PHP. Je ferme la boucle. Qu'est-ce que je vois ici? Tant que while, qu'est-ce que je fais? Donc, dans le tas RS, pour moi, c'est le record set. Je récupère une ligne. Donc, en principe, il va récupérer la première ligne du record set. Il va la récupérer sous forme d'un tableau associatif. Et après, cette ligne, il va la stocker dans une variable qui s'appelle étudiant. Donc, pour chaque étudiant de RS, je vais créer une ligne HTML, TR, dans laquelle j'ai plusieurs TD. Et bien sûr, dans la première, je dois afficher le code. Et pour cela, donc, à nouveau, c'est PHP avec la fonction echo, $, je vais afficher ET. Alors, ET, ça représente pour moi l'étudiant. Mais je sais que un étudiant, il a 3 colonnes. Il y a le code, le nom et la photo. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la colonne code. Alors, je fais la même chose. J'affiche le nom. Et je fais la même chose, j'affiche la photo. Après, on va voir qu'en principe, on va pas afficher le nom de la photo, mais il faut afficher la photo elle-même. Alors, regardez bien. Ça, c'est le début de la boucle. Il y a une accolade. Ça, c'est la fin. Alors, en fait, la fonction MySQLFish ASO, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer une ligne. Il va la stocker dans étudiant, mais en même temps, la fonction, il va retourner soit true ou bien false. Alors, quand il va retourner true, ça veut dire que la ligne existe. Mais quand on va utiliser MySQLFetch et que la ligne n'existe pas, ça veut dire qu'on a atteint la fin on a atteint la dernière ligne. Donc, en quelque sorte, la fonction MySQLFetch, il récupère la ligne, mais il fait ce qu'on appelle un move next, c'est-à-dire il passe à la ligne suivante. Je passe à la ligne suivante, je la récupère, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand voilà, quand il n'y a pas de ligne, mais du coup, donc, il s'arrête à la fin. Alors, si j'essaie donc de regarder ça, alors je vais juste donner une largeur à ce tableau avec l'attribut width. Alors, bien sûr, ça, on peut toujours l'améliorer par la suite avec CSS, donc vous savez donc qu'on peut faire ça. Alors, je vais utiliser 80%, donc actualiser. Voilà ce que j'ai. Alors ici, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Affiche étudiant.php, il me permet d'afficher la liste des étudiants qui se trouvent dans la table. J'ai une table dans la base de données étudiants. Alors, sauf que, au lieu d'afficher ici le nom de la photo, j'ai besoin d'afficher la photo elle-même. Alors, on a vu que pour afficher la photo, on utilise la fonction, voilà, on va utiliser la balise img, source. Alors, src, c'est le nom de la photo. Donc, je prends la valeur de la variable de cette colonne et je la mets dans la source. Mais sans oublier que la photo se trouve dans le dossier image slash. Donc, je vais afficher la photo qui se trouve dans le dossier image. Comment s'appelle la photo? C'est le nom de la colonne photo. Alors, actualiser. Alors, voilà ce que je vais avoir. Donc, j'ai un tableau dans lequel j'ai le code, le nom et la photo. Alors maintenant, ça c'est la page qui permet donc de vous montrer comment afficher donc les données. Alors maintenant, j'ai besoin également de supprimer et d'éditer une photo. Alors pour cela, on aura besoin juste d'ajouter une autre cellule dans laquelle on va mettre le texte supprimé. Et une autre cellule dans laquelle on va ajouter le texte édité. Alors jusque-là, rien de spécial. Actualiser. Qu'est-ce que j'ai? Supprimer, éditer. Alors sauf que maintenant, j'ai besoin, quand je clique sur supprimer, donc il y a un lien hypertexte, je dois faire appel à un autre fichier qui permet de supprimer. Alors c'est ce qu'on va faire.
Alors pour supprimer, on va utiliser les liens hypertextes. Alors pour les liens hypertextes, on va utiliser A, href. Donc on va faire appel à une autre page qu'on va créer, qu'on va appeler supprimer étudiant.php. Alors bien sûr, entre A et /A, on va mettre le texte supprimé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'actualise, j'ai ici un lien hypertexte. Si je clique sur le lien, j'appelle une autre page qui s'appelle supprimer étudiant.php. Alors, bien sûr, supprimer étudiant.php, c'est une page qui n'a pas été encore créée. Donc, c'est pour cela qu'il vous affiche encore, il vous envoie le code d'erreur 404. Une autre chose, c'est que dans la page supprimer étudiant.php, on ne peut pas savoir sur quelle ligne nous avons cliqué. Alors regardez bien. Donc que je clique sur par exemple la troisième, je fais appel à supprimer étudiant.php et la même chose pour la deuxième, n'est-ce pas? Alors maintenant comment savoir sur quelle ligne j'ai cliqué? Alors en fait l'astuce c'est quoi? C'est tout simplement d'envoyer avec le lien hypertexte un paramètre, mais cette fois-ci envoyer avec la méthode get. Alors c'est pour cela que quand j'appelle supprimer étudiant.php, je vais ajouter un point d'interrogation. Et après, je vais envoyer par exemple le code, le paramètre code égal, et je vais afficher la valeur de la colonne code. Donc je vais prendre cette ligne. Alors tu peux le mettre en commentaire, c'est-à-dire tu l'ignores. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, tu vas faire à nouveau un copier-coller. De toute façon, c'est comme si tu prends le code qui se trouve dans connection.php, tu le mets là, c'est la même chose. Alors donc l'idée c'est quoi? C'est donc quand je clique sur supprimer, donc j'ai supprimé étudiant.php et j'envoie le code de l'étudiant. À quoi est égal le code? C'est la valeur de la colonne code. Donc CTRL-C, CTRL-V. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que si j'actualise, alors si regardez, si je clique sur le, d'ailleurs vous pouvez voir les liens hypertextes ici. Alors si c'est pas clair. Donc si je clique sur la ligne, qu'est-ce que je vois ici? Donc j'appelle supprimer étudiant.php, point d'interrogation, code égal à 1. Pourquoi code égal à 1? Parce que donc je veux supprimer l'étudiant dans le code égal à 1. Enfin, ici donc c'est code égal 2. Alors ici donc ça c'est une manière d'envoyer un paramètre URL dans la requête HTTP en utilisant la méthode get. Alors maintenant, pour que ça marche, nous avons besoin maintenant de créer le fichier supprimer étudiant.php. C'est exactement ce qu'on va faire. On va créer un nouveau fichier, new file, qu'on va appeler supprimer étudiant.php. Alors, ce fichier supprimer étudiant.php, qu'est-ce qu'on va faire? À nouveau, on a besoin de se connecter à la base de données parce qu'on va supprimer dans la base. Donc, on va utiliser à nouveau require. Bon, le fichier s'appelle connection.php. Donc, je me suis connecté à la base de données, j'ai sélectionné la base de données. Alors, cette fois-ci, la requête que je vais exécuter, c'est delete. C'est la requête SQL delete from. Je vais supprimer à partir de la table étudiant. Alors en fait, ça c'est un peu grave parce que si vous la laissez comme ça, delete from étudiant, il va supprimer toutes les lignes de la table étudiant. Mais je ne veux pas toutes les lignes, je veux uniquement une condition. Where. Alors avec SQL, donc la condition where, c'est-à-dire la condition. C'est quoi la condition? Dans le code égal. Maintenant égal à quoi? Égal à la valeur. Voilà, égal à la valeur du paramètre code. Donc j'ai besoin de lire tout d'abord la valeur du paramètre URL code. Alors comment le récupérer?
Ben, tout simplement, on va utiliser une variable ici, par exemple, code égale $. Alors, cette fois-ci, on va utiliser la collection get. Alors, tous les paramètres envoyés après, bien sûr, après le point d'interrogation, hein, c'est des paramètres envoyés avec la méthode get. Donc, ici, on va utiliser le champ s'appelle code. Donc, je récupère la valeur du paramètre code. Et ici, donc, je vais utiliser $code. J'exécute la requête. Avec la fonction MySQL Query, j'exécute la requête. À nouveau, or die MySQL error. Alors, a priori, c'est terminé. Donc, on a supprimé l'enregistrement. Mais quand je supprime, j'ai besoin de revenir à la page affichée. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle une redirection? Alors, pour faire une redirection, on utilise la fonction PHP header. Alors, header, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Dans PHP, header, il permet d'envoyer une réponse HTTP vers le navigateur. Et dans cette réponse, il y a une entête HTTP qui indique au navigateur qu'il doit faire appel à une autre page. C'est ce qu'on appelle une redirection. Alors, cette entête s'appelle location. Deux points. Alors, la page, on va rediriger vers la page afficher étudiant.php. Alors, header location affiche étudiant.php, ça veut dire quoi? Une fois que je termine cette opération, automatiquement, je me redirige vers afficher étudiant.php. C'est une manière un petit peu de faire la redirection. Ben, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que une fois que je clique sur le lien supprimer, regardez, ce qui se passe, c'est que, en fait, je supprime. Alors déjà, dans le fichier supprimer.php, dans la ligne numéro 4, il y a une erreur. Hein? Alors, il faut la corriger. Dans la ligne numéro 4, voilà, la variable requête. Voilà, il lui faut une double quote pour la terminer, n'est-ce pas? Double quote. Parce qu'en fait... Ah, donc le début de la requête, c'est la fin. C'est une chaîne de caractères. Donc je reprends. Donc je supprime. Alors qu'est-ce que je vois ici? Donc je clique, hop, il est supprimé. Alors en fait ici, donc en principe, qu'est-ce que je fais? Je clique, j'envoie la requête vers le serveur, vers supprimer. Supprimer, il va se connecter vers la base de données. Il supprime dans la base. Et après, il va à nouveau rediriger vers affiche.php. Et affiche.php à nouveau, il va se connecter à la base de données et il va chercher les nouvelles données. Donc, ce qui fait que derrière, il y a beaucoup d'opérations qui se font, n'est-ce pas? Donc, je supprime et à nouveau, je me connecte à la base de données et je fais l'opération. Alors, en fait, ça, c'est ce que nous appelons une redirection. D'accord? Alors, en fait, je vais vous montrer en fait que dans cet exercice qu'en fait, il y a deux techniques pour faire ce genre de travail. Il y a ce qu'on appelle la redirection, il y a ce qu'on appelle un forward. Alors, on va essayer donc de vous montrer c'est quoi la différence entre rediriger ou bien faire un forward. Et c'est complètement différent. Alors, je vous explique. Alors, pour faire la redirection, regardez bien. Alors, redirection, ça veut dire quoi? Alors, redirection, ça veut dire que vous avez un client. Vous avez le client qui envoie une requête vers le serveur. Alors, en fait, le client, il demande un fichier. Il envoie une requête vers le serveur pour demander, par exemple, un script qui s'appelle, par exemple, dans notre cas, c'est quoi? C'est supprimer.
.php. Alors j'ai supprimé .php. Donc je clique sur le lien, je fais appel à supprimer .php. Alors dans la redirection, qu'est-ce qu'il fait supprime.php? Il envoie une réponse. Suivez bien. Il envoie une réponse vers le client pour lui demander de faire appel à un autre fichier qui s'appelle affiche.php. Ça veut dire quoi la redirection? J'envoie une réponse HTTP vers le client et à nouveau le client, qu'est-ce qu'il fait? Il va à nouveau envoyer une autre requête. Vers quel fichier cette fois-ci? Vers le fichier qui s'appelle affiche.php. OK? Et après affiche.php, il s'exécute et il envoie une réponse vers le client. Alors ici, donc, je suis dans le contexte. Ici, c'est le client. Et là, c'est le serveur. Voilà. Alors, il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Quand vous faites une redirection, il y a combien de requêtes dans une redirection? Il y a deux requêtes. Alors, en fait, la redirection, c'est comme si vous appelez quelqu'un. Vous appelez quelqu'un par téléphone. Vous lui demandez un service. Ben, il vous dit, en fait, je ne peux pas vous fournir ce service-là, mais je vais vous donner le numéro de téléphone d'une autre personne que vous allez contacter pour vous donner ce service. C'est lié à la redirection. D'accord? Donc, faites bien attention, quand vous utilisez la fonction header location, il s'agit d'une redirection. D'accord? Alors maintenant, la redirection, il est utilisé dans un certain nombre de circonstances, mais ce n'est pas toujours la solution que vous allez utiliser à chaque fois que vous voulez passer d'une page à une autre. Pourquoi? Parce qu'il existe une deuxième technique qui est le forward. Alors, c'est quoi le forward? Le forward, c'est que vous avez... Donc, ça, c'est une redirection. Alors, pour faire un forward, vous avez un client. Et vous avez un serveur. Le client demande une page. Il envoie une requête pour demander, par exemple, un script supprimé. Supprimer.php. Alors, cette fois-ci, supprime.php, il ne va pas faire une redirection, mais il fait un forward. Il fait un forward, ça veut dire quoi? Une fois qu'il termine l'exécution, ben, supprime.php lui-même, il fait appel lui-même au niveau du serveur à un autre fichier qui s'appelle affiche. OK? Et après affiche.php, il va faire son travail. Et quand il termine, ben, tout simplement, il envoie la réponse. Regardez bien. Ici, dans le forward, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours une seule requête. Alors, si je reviens à l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, avec la personne, quand vous avez appelé la personne tout à l'heure, il vous a dit qu'en fait, je ne peux pas vous donner le service, je vous donne le numéro de téléphone d'une autre personne que vous allez contacter. Donc, ça, c'est la redirection. Alors maintenant, le forward, ça veut dire quoi? J'appelle la personne, exactement, j'appelle la personne, il ne peut pas me donner le service, mais il va me dire attends. Lui, il va contacter la personne, il lui donne la réponse, et c'est lui qui va vous donner la réponse. Donc vous voyez donc dans le cas de le forward, on peut l'utiliser dans cette situation. Alors regardez bien. Je vais essayer donc d'ajouter de nouveaux étudiants, parce que je les ai supprimés. Alors ça c'est pas des étudiants, on est bien d'accord. C'est des téléphones, c'est... Bien. Alors maintenant, au niveau de, si vous voulez utiliser un forward à la place plutôt d'une redirection, on va mettre ça en commentaire. Et bien, tout simplement, le forward, c'est la fonction require.
once, la page s'appelle afficher étudiant.php. Alors donc ici cette fois-ci je ne fais pas une redirection mais je fais un forward. Alors d'ailleurs vous allez remarquer la différence tout à l'heure par rapport à ce que nous avons tout à l'heure. J'affiche maintenant les étudiants, afficher étudiant.php. Alors vous allez remarquer que quand je clique sur supprimer, en fait je supprime, toujours j'ai à peu près le même résultat, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui est toujours dans l'URL, c'est toujours supprimer. C'est-à-dire en fait j'appelle supprimer, c'est lui qui me répond, mais derrière il fait appel à affiche, il récupère, il récupère le résultat de affiche et après il me le donne, d'accord? Est-ce que vous avez compris la différence entre forward et redirect? Alors ça c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que souvent les développeurs parfois ils utilisent beaucoup la redirection alors que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Quand est-ce que généralement on a besoin de faire une redirection? C'est parfois on a besoin de rediriger vers un autre site. Vous avez une page dans un site et vous allez rediriger vers un autre site. Donc ça c'est obligatoire. Mais si vous voulez juste passer d'une ressource qui se trouve dans le même site vers une autre ressource, c'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser require, c'est-à-dire un forward, d'accord? Alors en tout cas donc quand vous allez faire un TP, vous allez vous arrêter sur ce point-là pour faire la différence entre ces deux techniques. Alors de toute façon, si je change pour le résultat final, soit redirection ou bien forward, c'est quoi la différence? Alors a priori, ça marche les deux. Si je clique, regardez, maintenant j'appelle supprimer, mais regardez ce qui me répond, c'est donc ça c'est la redirection. Hein? Parce que qu'est-ce que je fais? J'appelle supprimer, j'ai une réponse et après moi j'ai demandé afficher. Alors tout ça, ça se fait très rapide, mais on voit pas trop cet effet de forward. Mais en tout cas, ici dans notre cas, donc on va essayer donc d'utiliser les deux. Alors ici donc je garde forward. Alors maintenant, on vient de vous montrer comment supprimer un enregistrement. On va vous montrer également comment éditer et modifier. Alors maintenant, je reviens juste pour compléter maintenant. Vous savez que dans notre fichier de tout à l'heure, nous avons ajouté des étudiants, mais après quand on ajoute, forcément on a besoin d'un lien hypertexte qui permet d'aller vers l'affichage, n'est-ce pas? Alors c'est ce qu'on va juste régler ici, dans ajouter étudiant.php. Une fois que j'affiche l'étudiant ajouté, je vais ajouter un lien hypertexte à afficher les étudiants. Alors ici c'est href, on va vers la page affiche étudiant.php. Actualiser. Alors afficher les étudiants. Donc ça c'est juste pour faire un lien vers l'affichage des étudiants. Et après maintenant je peux supprimer. Donc déjà pas mal. Donc on commence déjà à voir les choses, c'est que j'arrive à saisir les données, j'arrive à ajouter, j'arrive à afficher. Après je vais supprimer. Alors juste un petit souci ici au niveau de la page. Alors d'ailleurs alors ça c'est les histoires des accents. Comment la régler? UTF-8. Alors où est-ce que vous allez ajouter? Alors dans la page, en principe vous savez que dans la page HTML, d'ailleurs si vous utilisez HTML5, vous utilisez doctype. Alors, commencez votre page par doctype.
HTML. Donc ça c'est juste niveau HTML. Alors après dans l'entête, head. Alors vous pouvez utiliser les méta. Directement char7 égale UTF-8. Alors faites ça, c'est juste pour indiquer comme quoi au navigateur qu'il va utiliser le type de codage UTF-8, comme ça il va reconnaître les caractères. Alors c'est ce que je vais avoir ici. Alors c'est normal parce que je devrais saisir des données. Voilà. Alors, c'est bon? Est-ce que vous avez une question concernant cette partie-là? Alors maintenant, on va faire la même chose pour éditer. Alors pour éditer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va revenir à la page affiche étudiant. Ben, on va faire la même chose pour supprimer. Je prends le lien supprimer. Je le reproduis. Et cette fois-ci, au lieu d'appeler donc supprimer étudiant, on va appeler edit étudiant.php. Et la même chose, quand j'édite, j'envoie le code. Et le texte sur le lien, c'est éditer. Alors si j'actualise, voilà ce que je vais avoir, la même chose. Donc le lien edit. Alors si je clique, donc j'ai edit étudiant.php, code égal 6. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Éditer un étudiant. Éditer un étudiant, ça veut dire il faut sélectionner l'étudiant tout d'abord à partir de la table et après il faut l'afficher dans un formulaire. Comme ça, l'utilisateur, il pourra le modifier. Et quand on clique sur le bouton modifier, c'est à ce moment-là qu'on va faire ce qu'on appelle la mise à jour. Hein? Donc il faut bien faire la différence entre éditer et mettre à jour. Ce sont deux opérations. Éditer, tout d'abord. Éditer, c'est afficher les données dans un formulaire. Et mettre à jour, c'est tout simplement sauvegarder, bien sûr, les données qui ont été mises à jour. Alors, on va essayer donc de créer le fichier edit étudiant.php. Alors, new file, edit étudiant.php. Alors, pour éditer l'étudiant, donc la même chose, j'ai besoin à nouveau de me connecter j'ai besoin tout d'abord de récupérer le code, comme tout à l'heure. Alors, pour récupérer le code, j'ai une variable code égale $get, le champ, plutôt le paramètre URL, code. Alors, avec ces lignes, qu'est-ce que je récupère? Ben, tout simplement, je récupère la valeur du... Donc, dans la requête HTTP, je récupère la valeur du paramètre code. Deuxièmement, j'ai besoin de me connecter à la base de données. Et pour se connecter à la base de données, on va utiliser un nouveau require once. Donc là, le fichier s'appelle connection.php. J'ai besoin de sélectionner une donnée. Donc, j'ai un record set comme tout à l'heure, rs égale tout d'abord la requête. La requête à exécuter, c'est select. Je vais sélectionner étoile, from. Je vais sélectionner toutes les colonnes à partir de la table étudiant. Where, je ne vais pas sélectionner tous les étudiants, mais uniquement l'étudiant dont le code égale la variable code. J'exécute. Le résultat, on va le stocker dans un record set. rs égale my SQL query. J'exécute la requête. Or by
MySQL error. J'exécute la requête, donc elle est exécutée. Alors maintenant, j'ai un RS, je vais vérifier s'il existe. Donc on peut utiliser tout à l'heure if je vais récupérer un étudiant ET égale, si vous voulez, on va supposer, si on suppose qu'il existe, on va directement écrire étudiant égale $étudiant. Je vais récupérer la ligne. De toute façon, s'il existe, il y aura une seule ligne. J'utilise la fonction MySQL fetch, comme tout à l'heure, ASOP. Je vais récupérer une ligne à partir de quoi? À partir de RS. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je me connecte à la base de données. Je récupère la valeur du code de l'étudiant qui a été sélectionné. J'exécute la requête. Je vais vers la base de données. Je vais chercher l'étudiant dans le code égal au code qui a été spécifié. Et après, par la suite, donc, je vais stocker cet étudiant, cette ligne, je vais la stocker dans la variable, dans le tableau associatif ET. Alors maintenant, éditer, ben, j'ai besoin maintenant d'afficher. Je vais afficher dans un formulaire, donc HTML. Ben, à nouveau, la même chose, donc body. Et après, on a besoin de créer un nouveau formulaire. Alors, si vous voulez, le formulaire qu'on va créer, c'est à peu près le même que nous avons créé dans CISI, n'est-ce pas? Alors, je vais le prendre, je fais un copier-coller. Voilà. CTRL-V. Il y a une différence. C'est que cette fois-ci, le formulaire qu'on va créer, quand on clique sur le bouton enregistrer, on ne va plus appeler ajouter, mais on va l'appeler modifier. Ça veut dire qu'on a besoin de modifier l'étudiant. Alors, ensuite, j'ai ici les champs. Je vais ajouter une ligne dans laquelle je vais mettre le code. Parce que maintenant, je viens de sélectionner un étudiant qui existe déjà. Il ne s'agit pas d'ajouter. À quoi est égal son code? Input type égale à texte, name égale à code. Et après, c'est quoi la valeur? Value. Alors maintenant, je vais stocker dans le champ la valeur, c'est la valeur de la colonne code. C'est du PHP. C'est une variable PHP. Donc, echo. J'ai déjà récupéré un étudiant dans le tableau ET. Donc, c'est $ET. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans la ligne ET, dans le tableau, c'est la colonne code. Alors ici, donc, j'ai le code tout d'abord. Mais je fais la même chose pour le nom. Ça veut dire que ici, j'ai le champ nom. À quoi est égale sa valeur? CTRL-V. Sa valeur, c'est la colonne non. Email. Sa valeur, c'est email. Alors, la photo, c'est un peu différent. Alors, ici, donc, si vous voulez afficher la photo que vous venez d'éditer, alors, il faut l'afficher. Alors, pour l'afficher, ben, on va utiliser dans la même... On va utiliser MG, effectivement. Alors, on va l'ajouter tout à l'heure. On va la garder pour ne pas compliquer maintenant les opérations. La photo, donc, je vais la garder vide. Et après, donc, le bouton enregistrer. Enregistrer. Alors, actualiser. Alors maintenant, si je clique sur éditer, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui va se passer. Éditer, donc cette fois-ci, donc je vais vers la base de données, je cherche cet étudiant et je l'affiche dans un formulaire. Alors, éditer, maintenant je peux le modifier. Et maintenant, quand je clique sur le bouton enregistrer, à nouveau, on appelle un autre fichier qui s'appelle modifier étudiant.php. Donc c'est modifié qui va faire la mise à jour. Et comme ça, on aurait bouclé donc ces opérations de base de gestion des données au niveau d'une base de données.
Alors maintenant, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, sauf que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a quand même l'une des mauvaises pratiques dans PHP, c'est que vous savez que dans tous les fichiers, vous commencez à ouvrir une connexion, n'est-ce pas? Vous ouvrez une connexion, mais à la fin, on ne ferme pas les connexions et on ne ferme pas les objets, les record sets. Alors, ça peut poser parfois un problème dans le fait que parfois vous gardez beaucoup d'objets en mémoire. Et après, du coup, donc, à un moment donné, vous allez avoir beaucoup d'objets en mémoire qui ne sont pas fermés et ça provoque parfois des problèmes de surcharge. D'accord? Alors, je vous ai déjà expliqué la dernière fois qu'à la fin de vos fichiers, si vous voulez fermer par exemple une connexion, qu'est-ce que vous faites? À la fin du fichier, PHP. Alors, il y a la fonction tout d'abord MySQL free result. MySQL free result. $rs. Alors en fait, rs c'est quoi pour nous? Regardez. Quand vous exécutez une requête select, le résultat, je vais le stocker dans un record set qui s'appelle rs. Alors quand vous utilisez à la fin MySQL free result, ça veut dire que vous êtes en train de libérer l'espace mémoire occupé par rs. Et après, si vous voulez fermer la connexion, vous utilisez la fonction MySQL close. MySQL close. C'est 12h30, c'est ça? MySQL close. Alors, notre connexion, comment il s'appelle? Alors maintenant, il va falloir revenir au fichier connection.php et de remarquer que notre connexion, on l'avait donné comme nom de variable con. Donc, c'est-à-dire que pour la fermer, on va utiliser $con. Alors voilà ce genre d'instructions. Même si vous ne les mettez pas, votre travail marche bien, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais après, pour des bonnes pratiques, gardez toujours à l'esprit, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez parfois une connexion, à un moment donné, vous avez besoin de la fermer. Quand vous avez un record set créé, vous libérez l'espace mémoire. Alors ça, c'est des bonnes pratiques généralement que vous pouvez ajouter à vos scripts. Alors, généralement, il force la libération de... Exactement. Alors, exactement. D'ailleurs, si vous mettez que MySQL close, donc vous fermez la connexion, ben, il dit que donc tous les curseurs, ou plutôt les record sets sont affectés. Mais d'une manière générale, prenez toujours, parce qu'après, par la suite, vous allez voir, ça c'est juste, on est en train de voir la base de la programmation web avec PHP. À un moment donné, on va passer un petit peu encore plus de bonnes pratiques avec l'orienté objet. Et après, vous aurez à monter des applications encore plus structurées. Et du coup, donc, ça, c'est des concepts de base. Alors maintenant, je vous rappelle que nous étions en train de modifier. Donc, il nous faut finalement créer un fichier qui s'appelle modifier étudiant.php. Alors, modifier étudiant.php. Alors, modifier étudiant.php. New file. Modifier étudiant.php. Alors, la même chose, pour modifier étudiant.php, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut tout d'abord lire les données saisies dans le formulaire. Donc, on ne va pas reprendre le même code, on va juste faire un copier-coller parce qu'on a déjà fait ça dans ajouter, n'est-ce pas? Je lis le nom, je lis email, je récupère même s'il y a une nouvelle photo, n'est-ce pas? Alors, tout ça, je le récupère. CTRL-C, CTRL-V. Alors, modifie. Donc, je lis le nom, mais sans oublier cette fois-ci qu'on a besoin de lire le code. Hein? Parce que dans le formulaire d'édition, nous avons quoi? Nous avons le nom, email et le code. Parce que quand je vais faire la mise à jour, je vais faire la mise à jour de l'étudiant dont le code égale 6. Et d'ailleurs, ce champ code, on ne devrait pas donner la possibilité à l'utilisateur de le modifier. On est bien d'accord? Parce que quand vous éditez un étudiant,
vous éditez les informations, vous pouvez changer le nom, les emails, mais vous ne pouvez pas changer le code. Alors c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on va essayer donc de désactiver la possibilité de modifier. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici, quand je clique sur enregistrer, j'envoie également le code. Mais pourquoi j'ai besoin de récupérer le code? Alors, je vais ajouter une variable que je vais appeler code égale, le champ s'appelle code. Pourquoi? Parce que je vais exécuter une requête. Alors, quelle requête cette fois-ci? C'est... Alors, on a déjà vu comment utiliser insert. C'est pour insérer. Select, sélectionner. On a utilisé delete, c'est pour supprimer. Alors, il reste update. Alors, update. La table, étudiant. Set. Ça, c'est toujours syntaxiquement. Set quoi? La colonne nom égale à quoi? Égale la variable non. C'est-à-dire la colonne nom, c'est la valeur de la variable non. Comme le nom il est de type texte, je le mets entre simple quote. Virgule. À quoi est égal email. Le champ email égale la variable email. Virgule. La photo. Photo égale la variable non photo. Non photo. Alors, c'est pas encore terminé parce que si vous le laissez comme ça, il va mettre à jour toutes les lignes des étudiants. Mais je ne veux pas mettre à jour tous les étudiants. Il y a une condition where. Alors, c'est quoi la condition? C'est que je vais mettre à jour uniquement l'étudiant dans le code égale à quoi? Égale la variable code. Alors, si vous remarquez la variable code, je ne la mets pas entre simple code. Pourquoi? Parce que c'est un entier. Alors que ça, c'est des strings, je les mets entre les simples codes. Donc ça, c'est la requête à exécuter. Vous voyez donc, update, étudiant, set. À quoi est égal la nouvelle valeur de nom? C'est nom, email, photo. Mais je ne vais pas mettre à jour tous les étudiants uniquement dans le code égal à code. Alors j'exécute la requête. MySQL query. La requête c'est de la requête. Ordai MySQL error. MySQL error. J'ai déjà fait la mise à jour. Mais quand je fais la mise à jour, j'ai besoin de revenir à l'affichage pour montrer. Alors comment faire pour revenir à l'affichage? Donc on a deux possibilités, soit require, soit header, c'est-à-dire soit la redirection, soit le forward. Alors ici, donc, si vous utilisez un forward ou bien un header, location, affichage, afficher, étudiant, .php. Voilà. Alors, on va tester. Alors, nous avons l'affichage. Donc, si on revient à la base, au début. Qu'est-ce que j'ai? Donc, je peux, dans un premier temps, après, par la suite, on va afficher une page d'accueil dans laquelle on va mettre les différentes possibilités. Donc, j'ai besoin de saisir un étudiant. Je peux afficher. D'accord? Voilà l'étudiant que je viens d'ajouter. Et après, je veux l'éditer. Alors, au lieu de nom A, je vais mettre Azerty. Au lieu de la photo actuelle, je vais changer la photo. OK? Enregistrer. Alors, voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez, donc, le nom a été bien changé et la photo a été bien
changer. Alors, je peux supprimer. Alors, sauf que la manière de supprimer comme ça, c'est un peu dangereuse. Vous savez, quand vous supprimez. Alors, généralement, quand on supprime, il faut toujours afficher une fenêtre dans laquelle on affiche le message « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?» Et après, c'est à ce moment-là qu'on va supprimer. Alors, nous allons voir que pour afficher ce genre de boîte de dialogue, on a besoin d'utiliser JavaScript. Alors, en fait, JavaScript, justement, c'est son rôle. C'est à un moment donné, quand il s'agit d'ajouter de l'interactivité au niveau de la page, donc on l'ajoute, d'accord? Alors, ça, c'est quelque chose que nous allons aborder par la suite. Mais en tout cas, ici, donc, je vois les différentes opérations de base. Alors, pour terminer, on a juste besoin d'ajouter la possibilité de rechercher. Parce que dans l'exemple, pour le terminer, je vous rappelle que voilà donc affiche étudiant. On a vu comment faire l'édition, la modification, mais il nous reste chercher étudiant. En fait, c'est-à-dire une page dans laquelle je ne vais pas afficher tous les étudiants, mais je vais afficher que les étudiants dont le nom, par exemple, contient A. Je cherche. Alors en fait, ce genre de page, c'est à peu près la même que affichage. Donc on va juste l'enregistrer une deuxième fois. Donc j'ai affiché étudiant.php. Je vais l'enregistrer avec un autre nom. Save as. Donc on va l'appeler chercher étudiant.php. Alors c'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que dans chercher étudiant.php, dans la page, il y a un formulaire. Il y a un formulaire dans lequel on va saisir le mot-clé. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va créer un formulaire pour lequel on va utiliser la méthode post et action. Alors dans action, on va appeler la même page qui s'appelle chercher étudiant.php et dans lequel on va saisir un mot-clé. J'ai un champ de texte input type égal à texte, name égale mot clé. Ça c'est le champ. Et après j'ai un bouton submit. Input type égale submit, value égale chercher. Alors qu'est-ce que je viens d'ajouter? Je viens d'ajouter juste un formulaire. Alors si vous tentez d'afficher cette page, qu'est-ce qui va se passer? Pour le moment, pas grand-chose. Alors chercher étudiant, voilà ce qui se passe. J'ai l'étudiant, mais j'ai en même temps un formulaire. Alors maintenant, toujours le problème des accents, n'est-ce pas? C'est le problème codage des caractères. Je vous le rappelle encore. Dans l'entête de la page, header, head, vous ajoutez un élément méta pour lequel vous spécifiez char7 égale utf8. Actualiser. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je vais saisir un mot-clé, quand je clique sur chercher, j'appelle la même page. Alors ici, donc, on aura juste besoin de changer la requête. Regardez notre page, au début, il était comment? Nous avons select étoile from étudiant, mais je ne veux pas sélectionner tous les étudiants. Donc j'ai une condition where. Alors maintenant, dans ma page, je vais récupérer le mot-clé. Alors, pour récupérer le mot-clé, on va vérifier s'il existe. Alors avec PHP, pour vérifier si une variable existe, ou bien si un paramètre existe dans la requête, on utilise if isSet. IsSet. Si dans la requête HTTP, envoyée avec la méthode POST, s'il contient un paramètre qui s'appelle mot-clé, j'ai une zone de texte qui s'appelle mot-clé. Alors, si
ce mot-clé existe, ça veut dire que l'utilisateur a saisi un mot-clé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais déclarer une variable MC, le mot-clé, égale post mot-clé. C'est-à-dire, je récupère le mot-clé. Et après, dans la requête, je vais juste ajouter la condition where. C'est quoi? C'est le nom de l'étudiant. Alors, on ne va pas utiliser égal dans SQL, on utilise like. Like, c'est-à-dire dans le nom ressemble ou bien. Alors maintenant, on va spécifier like $. Notre variable s'appelle MC. D'accord? Mais après, on va mettre un pourcentage avant et un pourcentage après. Alors, dans SQL, un pourcentage avant, ça veut dire quels que soient les caractères avant et quels que soient les caractères après. Parce que si vous le laissez comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom commence par le mot clé. Mais si vous mettez un pourcentage avant, ça veut dire quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Ça veut dire quoi? Je cherche tout simplement les étudiants dont le nom contient, que ce soit au début ou à la fin ou au milieu. J'exécute la requête et j'affiche. Mais sauf que si on a juste besoin au début d'initialiser la variable MC au départ égale, par exemple, on va mettre une valeur. Alors quand vous mettez une chaîne vide, vous allez voir qu'il va vous afficher au début tous les étudiants. On va mettre par exemple peu importe, une valeur quelconque. Une valeur quelconque qui indique comme quoi. Alors, pourquoi je fais ça? Alors maintenant, quand vous appelez, regardez bien, quand vous appelez, cherchez la première fois, on n'a pas saisi de mot-clé. Hein? On n'a pas saisi de mot-clé. Donc, à quoi est égal MC? MC égale cette variable. Donc, quand il cherche les étudiants dont le nom contient ça, il ne va pas trouver. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne vous a rien affiché. Mais par contre, si je vais taper A, par exemple, je clique sur chercher, il va me chercher tous les étudiants dont le nom contient A. Après, B, il n'y en a pas. Et après, si vous mettez une chaîne vide, il affiche tous les étudiants. Pourquoi? Parce que la chaîne vide, c'est-à-dire quand vous mettez like une chaîne vide, pratiquement tous les étudiants contiennent le vide et du coup, donc, il vous affiche tout. D'accord? Alors, juste pour terminer, à chaque fois dans le formulaire, on a quand même besoin d'afficher la valeur qui a été saisie. Donc, on va mettre value égale le mot-clé. Alors, en fait, ça, c'est du PHP. Echo $MC. Alors, si je fais ça, c'est juste pour, en fait, d'ailleurs, vous remarquez qu'il affiche déjà la valeur, n'est-ce pas? Alors, si vous mettez A, il affiche toujours la valeur qui a été saisie, d'accord? Mais après, par la suite, donc, je peux toujours à nouveau l'éditer. Je le cherche, je l'édite, je le modifie. Et après, donc, je peux toujours aller vers les autres pages, ainsi de suite, d'accord? Alors, juste une dernière étape, comme je disais tout à l'heure, quand vous éditez, on édite, mais ça, c'est pas bien. Le fait de laisser le champ ID donner la possibilité à l'utilisateur de le modifier, c'est pas normalement, on ne devrait pas l'autoriser parce que je viens d'éditer un étudiant. Et ici, quand je modifie, je vais modifier le même étudiant. Hein, parce que c'est un peu grave d'éditer un étudiant après l'utilisateur. Il va taper 14 à la place de 13. Et après, quand il modifie, il ne va pas modifier en fait l'étudiant numéro 13, mais il va modifier le numéro 14, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas donner l'autorisation de modifier le code de l'étudiant. Qu'est-ce qu'on fait en principe? Il y a deux solutions. Soit tout simplement dans le champ edit, dans le champ code, on peut ajouter, on peut le désactiver. Hein? Pour le désactiver, on peut utiliser pas disable, read only, voilà.
read only égale true. Par exemple. Alors quand vous mettez read only égale true en HTML, bon, c'est juste une manière de... Alors si vous éditez un enregistrement, même si vous tentez de le modifier, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Il y a également la possibilité d'utiliser disable, de désactiver. Mais il faut juste faire attention, c'est que quand vous utilisez disable, c'est que le champ n'est pas envoyé avec le formulaire. Donc en principe, vous utilisez read only égale true, c'est la solution la plus appropriée. Ou tout simplement, l'autre solution, c'est carrément d'insérer, ce qu'on fait généralement, c'est que parfois on insère un champ de type caché. Autrement dit, ben, tout simplement, le code là, du moment qu'on n'a pas besoin de le modifier, ben, au lieu de texte, je vais utiliser un champ de type hidden. En fait, un champ de type caché, comme vous voyez là, je ne le vois même pas, n'est-ce pas? En fait, un champ de type hidden, c'est un champ qui fait partie du formulaire. Quand je clique sur le bouton enregistrer, je l'envoie également parce que j'ai besoin toujours de l'envoyer. Mais là, c'est une manière de le rendre caché. Mais après, si vous voulez quand même l'afficher, vous pouvez l'afficher d'une manière très simple. Vous prenez la valeur du code étudiant et vous l'affichez sous forme d'un simple texte. Donc j'ai bien le champ qui est caché et quand même j'affiche le code. Vous voyez, donc j'affiche le code. Cette fois-ci, ce n'est pas un champ de texte. Je l'affiche, il est là, mais en réalité, juste à côté, il y a un champ qui est caché qui contient cette valeur. D'accord? Voilà. Un dernier point, au niveau de l'édition, quand j'édite, j'affiche le code, mais je n'ai pas affiché la photo, n'est-ce pas? C'est toujours intéressant quand j'édite d'afficher déjà la photo actuelle. Alors, vous avez pratiquement déjà donné la solution. C'est que quand j'édite dans la photo, j'affiche le champ de type file, mais en même temps, j'affiche la photo. Et si vous voulez en même temps afficher la photo, donc vous utilisez, voilà, ici, donc vous utilisez img. La source, c'est quoi la source? C'est image slash la photo. Et la photo, c'est, donc je vais écrire du PHP à nouveau, PHP. Je vais utiliser la fonction echo $et étudiant. Je sais que la colonne s'appelle photo. Donc ça me permet donc d'afficher la photo. Alors c'est ce que je vais faire ici, edit. Vous voyez donc j'édite un étudiant. Donc j'ai bien la photo, mais je peux toujours la modifier. C'est donner la possibilité de modifier. D'accord? Alors cet exercice-là, qu'est-ce qui lui manque tout simplement? Une simple page dans laquelle vous essayez donc d'arranger, vous ajoutez des feuilles de style CSS, d'accord? Et vous ajoutez donc un peu de design et vous allez essayer donc de le faire chez vous, d'accord? Donc tout est enregistré dans la vidéo.